Salut à tous les amis, ici c'est Mew. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que ça ira bien pour cette nouvelle année pour tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui une fois encore pour un thread Horreur. Il s'agit d'une histoire vieille d'une trentaine d'années. C'est une histoire qui m'a été racontée par un ami de la famille qui était bien plus jeune à l'époque. Il s'agit de l'histoire de Guillaume. Guillaume et ses potes avaient l'habitude de partir en voyage pendant leurs vacances dans des pays qu'ils ne connaissaient pas, simplement pour faire la fête, profiter et sortir. Cette année, ils décidèrent de partir en Roumanie. Ah, la Roumanie, un pays aux 1000 facettes. En effet, le coût de la vie de ce pays est nettement inférieur à celui de la France. Du coup, il y a pas mal de possibilités. Visiter le château de Dracula, les monastères de Bukovine, ou encore le détroit de Danube, mais aussi les bars et les boîtes. Au fur et à mesure des jours de vacances, ils firent la rencontre d'un groupe de jeunes vacanciers qui venaient un petit peu de partout dans le monde. C'est un groupe qui s'est formé au fur et à mesure qu'un groupe rencontrait un autre groupe, qui rencontrait eux-mêmes un autre groupe. Ça a fait un groupe assez gros de personnes qui venaient de partout dans le monde. Il y avait du slovaque, du roumain, de l'américain, du français, il y avait tout. Les jours passèrent, ils enchaînèrent les bars, les boîtes, tout se passait très bien. Mais le soir du 5e jour, ils entendirent parler d'une rave free party. C'était une énorme soirée qui avait lieu en dehors de la ville. Alors, qu'est-ce qu'une rave ou une free party ? C'est un rassemblement autour de musique underground électronique, généralement. Cette dernière désigne originellement une fête clandestine qui est semi-gratuite ou gratuite. Du coup, ils se rendirent dans la zone industrielle où se passait la rave party. C'était à peu près à 1 heure de route de la ville dans laquelle ils étaient. Et voilà, ils firent la fête comme jamais. La musique sonnait dans les têtes. Et c'est à ce moment-là qu'un des membres du groupe proposa des cachets. « Ecstasy !» dit-il. Guillaume regarda les membres du groupe ainsi que ses potes. Tout le monde avait l'intention d'en prendre. Le mec qui distribuait les pilules prévint tout le monde. « If you hear the word Adelga, it means run, cause the police can come. » La soirée suivit son cours, Guillaume s'amusait comme un fou. Les corps s'entrelaçaient sur la musique et l'alcool coulait à flot. Puis, trou noir. Guillaume se réveilla avec un mal de crâne assez violent, mais il n'ouvrit pas tout de suite les yeux. Il resta allongé en essayant de reprendre ses esprits. Il essaya de bouger ses mains. Mais vous savez, les bras, quand vous dormez les bras allongés en haut, on les sent plus. Du coup, il ouvrit les yeux à ce moment-là. Et ce qu'il vit lui donna des frissons. Il n'était pas dans sa chambre, il était dans un endroit qu'il ne connaissait pas, sur un lit. Une pièce totalement délabrée, de la moisissure de partout, du plancher éclaté, des vieux meubles. Même le lit sur lequel il était, il sentait la sueur, la transpiration. Il y avait des taches sombres, et quand il leva la tête pour essayer de voir où étaient ses bras, il se rendit compte qu'il était attaché. Il était menotté au lit. Et c'est à ce moment-là que l'histoire part totalement en vrille. Donc Guillaume était attaché, les 2 mains, un de chaque côté du lit. Il ne pouvait plus bouger, il était immobilisé. Après avoir fait un rapide tour de la chambre de ses yeux, il commença à crier à l'aide. Mais il se ravissa très vite, car il entendit un grognement rauque, puissant, violent. Il n'était pas seul dans la chambre. Il s'agissait d'un chien, qui le regardait d'un air menaçant. On aurait dit qu'il montait la garde. Quelques secondes après, la porte de la chambre s'ouvrit brutalement. 2 hommes, masqués, rentrèrent. Ils étaient imposants et parlèrent dans une langue que Guillaume ne comprenait pas. L'un le montra du doigt et lui ordonna quelque chose. Guillaume ne comprenait pas. L'homme s'énerva, s'approcha de lui, le gifla violemment, ce qui sonna Guillaume, et l'homme mit son doigt devant la bouche pour lui dire de la fermer. Guillaume ne parla plus. Les 2 hommes sortirent de la chambre et des heures passèrent. Guillaume remarqua, durant cette heure, que il y avait une fenêtre au niveau de sa chambre, assez grande, mais qu'elle était entourée de grillages, comme pour empêcher quelqu'un de rentrer.
ou plutôt de sortir. Les heures passèrent. Il ne savait pas trop quoi penser. Avait-il été kidnappé? Avait-il fait quelque chose de mal? Aucune réponse. La nuit était tombée, et Guillaume avait froid. Il avait faim. Il avait soif. Il n'avait strictement aucune idée depuis combien de temps il était ici. Il se disait que ses amis étaient sûrement allés voir la police ou qu'ils s'inquiéteraient de sa disparition. Mais de ce qu'il avait vu à travers la fenêtre, de la vue qu'il avait de son lit, c'était la forêt à l'extérieur. Il ne savait pas du tout où il était. Mais ce qu'il savait, c'était qu'à la soirée d'hier, il n'était pas dans une forêt. Guillaume essaya de s'endormir tant bien que mal. La nuit fut ponctuée des bruits de la forêt, transperçant les carreaux brisés de la fenêtre. Et au petit matin, en ouvrant les yeux, il remarqua qu'une femme était dans la chambre avec lui. La femme n'était pas cagoulée, elle n'était pas masquée, et elle portait un plateau. Elle prit une chaise, s'assit à côté de lui, et Guillaume découvrit que sur le plateau, il y avait de la nourriture, ainsi qu'une bouteille d'eau. La femme lui fit le signe de ne pas parler, de ne pas converser, de ne pas discuter, et de tout simplement manger. Elle lui fit boire de l'eau, mais Guillaume n'en pouvait plus. Il était tétanisé, il était fatigué, il n'en pouvait plus. Il commença à lui parler, en français d'abord. « Vous parlez français? Est-ce que vous me comprenez ?» Ensuite en anglais. « Do you speak English ?» La femme ne comprenait toujours pas. Elle lui répéta le signe de ne pas parler. Mais Guillaume ne l'écouta pas. À ce moment-là, un homme rentra dans la chambre. Guillaume reconnut la silhouette de l'homme musclé qu'il avait giflé auparavant. Et l'homme remarqua que Guillaume était en train de communiquer avec cette femme. Il cria sur la femme énervée, la tira par les cheveux, la fit sortir de la chambre, se retourna vers Guillaume et lui asséna un violent coup au niveau de la mâchoire. Guillaume s'effondra. Il fut totalement sonné. Il perdit connaissance. Guillaume se réveilla après avoir dormi. Il n'avait aucun repère de temps. Pour lui, ça faisait des jours et des jours qu'il était là. La difficulté pour Guillaume, c'est de savoir combien de jours exactement il est resté enfermé. À l'instant T, il pensait être resté au moins 4 jours dans les bras de ses ravisseurs. Il commençait à perdre de plus en plus espoir quand un beau matin, la porte de la chambre s'ouvrit. Encore une fois, la jeune femme qui lui apportait à manger et à boire. Cette fois-ci, il ne parla pas. Il commençait à être extrêmement faible. Le fait est qu'il n'ait pas mangé et qu'il n'ait pas bu depuis quelque temps l'avait impacté physiquement et émotionnellement. De ses aveux, il a commencé aussi à pleurer. Il a commencé à faire ses adieux. Il avait perdu tout espoir. La femme ne lui adressa pas un mot. Elle se contenta de lui donner à manger. Elle garda les yeux baissés durant tout l'échange, si on peut appeler ça l'échange, et elle repartit sans dire un mot, après qu'elle ait fini de lui donner à manger. Si seulement il pouvait se détacher, si seulement il pouvait courir. Il commençait à ne plus sentir du tout ses mains. Il se forçait à bouger les bras pour essayer de faire remonter le sang, mais il savait que c'était qu'une question de temps. De plus, la fenêtre, il avait l'air d'être au premier étage, ça allait être compliqué. S'il arrivait à se détacher, il ne savait pas comment il allait pouvoir s'en sortir. Il croisait les doigts pour que la police, que quelqu'un le trouve, en espérant que ses potes, que ses amis ne se soient pas fait capturer également. Un jour encore passa. Il pensait que c'était 4e, 5e, peut-être même le 6e jour, quand la porte s'ouvrit. Ce n'était pas la jeune femme. C'étaient les 2 hommes trapus du début. Il commençait à les reconnaître, ne serait-ce qu'à leur intonation, à leurs yeux bleus, froids, glacial, qu'il voyait à travers les cagoules. Mais ils n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés d'un autre homme. Lui n'était pas cagoulé. Il portait un masque chirurgical, et il portait sur lui également une sorte de mallette. Mallette qu'il posa sur le bureau de la chambre, qu'il ouvrit, et là Guillaume eut un aperçu de ce qu'il se trouvait dans la mallette. Scalpel, outils de chirurgie, quelques fioles et seringues. Qu'allait-il lui faire ?
Ils commença à se débattre. Le petit homme chétif demanda aux 2 gorilles de l'immobiliser. Guillaume ne pouvait plus bouger. Sa respiration se faisait rauque. Le 3e homme découpa son t-shirt, prit un feutre et commença à dessiner des lignes au niveau de son torse. C'était clair. Ils allaient l'inciser. Ils allaient lui prélever quelque chose. Il essaya de se débattre. Le 3e homme commença à s'équiper d'une seringue. La seringue de sa mort. Il planta la seringue dans un récipient pour en ressortir un liquide. Mais Guillaume ne se laissa pas faire. Avec l'énergie du désespoir, il réussit à donner un coup de pied au niveau de la mallette et de la seringue de ce cher docteur. Ils avaient omis de lui attacher les jambes. Jambes qui lui sauva la vie à ce moment précis. Le petit homme chétif regarda au sol. Tous ses instruments avaient été contaminés par la crasse. La seringue n'était même pas remplie et sa fiole était cassée. Il insulta les 2 gorilles et les 2 hommes, fous de rage, commencèrent à tabasser le pauvre Guillaume. Les 3 hommes, après coup, décidèrent de sortir de la chambre en vérifiant préalablement qu'il était toujours bien attaché au niveau des mains. Mais ce n'était qu'une question de temps. Guillaume savait qu'ils allaient revenir. Il savait qu'il allait mourir. La nuit tomba. Guillaume n'en avait plus pour très longtemps, il le savait. Il s'est débattu énormément avec ses menottes. Mais le souci, c'est que on ne peut rien faire. On ne peut rien faire contre des menottes en métal. Il a essayé de casser les barreaux du lit, mais il pouvait pas faire trop de bruit. Il savait que les hommes étaient dans la maison. Il les entendait souvent au rez-de-chaussée en train de rigoler, de ricaner. Il décida de reprendre des forces et de dormir, en s'installant du mieux possible pour envoyer du sang au niveau de ses bras, qui en manquaient cruellement. Au matin, il se fit réveiller, non pas par les hommes, mais par la femme. Elle lui intima de garder le silence. Elle lui montra quelque chose qu'il ne comprit pas tout de suite. Il s'agissait d'une clé. Tout, Alelga. Guillaume se rappelait de ce mot. Alelga. Oui, c'était l'Américain qui lui avait dit ça, au moment de lui donner cette foutue pilule. Courir. Ça veut dire courir. Elle prit la clé, l'introduisit dans les menottes et le libéra. Il sauta du lit, en faisant attention à ne pas faire de bruit, et regarda au niveau de la fenêtre. Ses bras étaient engourdis, mais il arrivait à bouger le bout de ses doigts. Ça allait, la fenêtre était vétuste. Les barreaux qui empêchaient les intrus d'entrer et de sortir également. Il y avait même un trou au niveau de la fenêtre. Il jeta un dernier regard à cette femme qu'il avait libérée et sauta par la fenêtre. Il se réceptionna sur une sorte de cour en béton défoncé, pris par la végétation. Il s'était fait mal, mais ne ressentit pas la douleur tout de suite. Il se releva et tapa un sprint phénoménal. Il courut en direction de ce qu'il aperçut comme étant le portail d'entrée, mais pas de route. C'était un chemin de terre et une forêt immense à perte de vue. Il fallait absolument qu'il creuse l'écart entre lui et cette putain de maison. Ils avaient des chiens, ils étaient nombreux, ils ne savaient pas quels moyens ils avaient. L'adrénaline parcourait son corps, ça lui donnait une énergie monstrueuse. Il courait. Il ne pensait qu'à ça. Mettre le plus de distance possible entre lui et cette maison. Il n'avait jamais fait un sprint aussi long de toute sa vie. Et alors qu'il courait depuis un long moment, il s'arrêta. Il reprenait son souffle, il n'en pouvait plus. Entre la fatigue, la douleur au niveau de ses jambes, après sa mauvaise réception du premier étage, il devait souffler un coup. Mais l'adrénaline était encore présente. L'adrénaline, la peur, l'envie de vivre. Il y retourna de plus belle. Il reprit ses jambes à son cou et fonça, en ligne droite, à travers la forêt. Et alors qu'il pensait avoir distancé la maison et ses occupants, c'est là qu'il entendit le bruit des chiens. Ils avaient lancé des chiens à ses trousses. Il n'avait aucune chance. Mourir pour mourir, il n'allait pas se laisser faire. Il allait courir le plus vite possible. Il tomba sur une rivière, il la franchit mais d'une traite. Courant, pas courant, c'est comme si elle n'avait pas été là. La chose positive, c'est que ça allait ralentir les chiens. La chose négative, c'est qu'il faisait relativement froid et qu'il n'allait pas tarder à rentrer en hypothermie. Alors que le froid le gagnait, le son des chiens
se fit lointain, mais il était perdu. Il ne savait pas où il était, en plein milieu de la forêt. Il lui semblait avoir tourné pendant des heures et des heures dans cette forêt. Il n'avait aucun moyen de repère. Il avait franchi 2 rivières. Il ne savait pas où il était. Et alors qu'il commençait à faiblir, à ralentir le pas, il baissa la tête, ferma les yeux. Il entendit sa respiration. Il entendit les pulsations de son cœur. Guillaume, Guillaume, ressaisis-toi, Guillaume. Pas après tout ça. Pas maintenant. Tu ne vas pas abandonner maintenant. Il réouvrit les yeux et décida d'aller au moins jusqu'en haut de la dune qui était devant lui. Il marcha d'un pas résigné, sachant qu'il n'avait pratiquement aucune chance. Si ses ravisseurs l'avaient emmené en plein milieu d'une immense forêt, il n'avait aucune chance de survivre. Surtout à moitié trempé et sans aucun moyen d'allumer un feu. Il monta cette dune et il aperçut une route goudronnée. Il se frotta les yeux, se gifla, se pinça, regarda à droite, à gauche. Merde, c'était bien une route. Il y avait une route. Il sauta sur la route et commença à courir le long de la route. Ça lui avait redonné de l'énergie, ça l'avait boosté. Il commença à courir, tout droit, sur la route. Il la suivait. Et au loin, il aperçut une voiture. Au même moment qu'il entendit les chiens qui étaient plus près, qui recommençaient à aboyer et qui n'avaient jamais été aussi proches de lui. Il savait que c'était son unique chance. Il courra en direction de la voiture qui venait vers lui, fait des grands signes des bras. La voiture ne donnait pas l'impression de vouloir ralentir. Et alors que la voiture se trouvait à une quinzaine de mètres, il se jeta devant. La voiture n'eut pas d'autre choix que de piler, de freiner brusquement pour éviter la collision. Guillaume se releva, le t-shirt tout déchiré. Il était trempé, couvert de boue, couvert de bleu, d'éclats de verre, et ne put prononcer que ces quelques mots. « Please, help me ». Et il s'évanouit. Il se réveilla 2 jours plus tard, à l'hôpital. Il avait été sauvé. C'était un couple de personnes âgées dans la voiture qui ne l'avaient pas vu au début et qui l'ont vu du coup au dernier moment, qui ont freiné, qui l'ont directement ramassé, comprenant que c'était sûrement un randonneur perdu ou quelque chose, et l'ont directement emmené à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, l'histoire ne finit pas si bien que ça. Guillaume était parti avec 3 amis à lui. À son réveil, il y en avait 2. Ils lui ont appris qu'il avait manqué à l'appel pendant 5 jours. Il ne le saura que plus tard, mais il a parcouru 12 km en pleine forêt, quasiment en courant, en sprint, et étant blessé. Et son ami qui manquait à l'appel était détenu dans la même maison que lui, mais a eu beaucoup moins de chance. Pourquoi les Français ont-ils été ciblés ? Selon les hypothèses de la police, les Français ont un système de couverture qui leur permettent d'avoir une hygiène de vie assez raisonnable, ce qui en fait du coup des proies de choix pour les trafiquants d'organes. Guillaume apprit également de ses amis que les recherches de la police avaient été arrêtées au bout de 2 jours seulement, car c'est le délai qui est estimé raisonnable lorsqu'il s'agit de traite d'humains ou d'organes. Guillaume est rentré en France, il a pu vivre sa vie tranquillement, il n'est jamais retourné en Roumanie, et de ce qu'il m'a dit, il n'est plus allé souvent à l'étranger en vacances. Si t'as pas liké, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner. Sinon, je te croque. Je te croque. Attention, je rigole pas. Je rigole pas. Regarde, il y a les boutons. Tiens, clique, clique. Un grand merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui me laissent des commentaires, des pouces bleus. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Je l'ai trouvée assez incroyable. Merci pour les nouveaux abonnés, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Ça me permet de me projeter un petit peu dans les futures vidéos que je peux vous faire et les investissements que je peux mettre dans le matos. Je vous dis encore bonne année et c'est ciao !